Nous allons poursuivre sur la session 12, état des lieux en médiation et éducation de l'image. Donc il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas Brigitte Vincent-Smith. Donc, je m'appelle Lionel Sanchez, je travaille à l'université de Perpignan en tant qu'enseignant en histoire de l'art antique. Je m'occupe également de la licence pour guide conférencier. Donc la problématique de l'image, de l'apprentissage à la lecture ou à l'appréhension de l'image, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que pour un guide conférencier, c'est quand même aussi le cœur du métier. Donc pour cette session, il y aura quatre présentations autour du thème de la médiation et de l'éducation à l'image. Donc pour les présentations, ce sera une quinzaine, entre 15 et 20 minutes maxi, pour qu'on puisse avoir le temps ensuite de discuter, de partager et d'échanger sur les différentes interventions. Donc nous commençons par la présentation de Monsieur Jean-François Lahorgue, qui est délégué départemental du CLEMI, qui est également formateur académique auprès du rectorat de Montpellier et délégué auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale. C'est le nouveau nom de délégué départemental. Délégué départemental. C'est le nouveau nom. D'accord, okay. Délégué départemental. Et j'ai entendu tout à l'heure que vous étiez professeur documentaliste à Canet, au lycée de Canet. Voilà. Donc, Monsieur Lahorgue va nous parler de l'offre et des approches du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Voilà. Donc vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci d'abord à tout le monde, enfin à tous les organisateurs de cette table ronde de m'avoir invité et d'avoir invité, on en parlait avec Madame Soulier tout à l'heure, d'avoir invité le CLEMI, ou du moins un des représentants du CLEMI, parce qu'il est vrai qu'il me paraît d'ores et déjà intéressant de créer un pont, d'essayer d'arriver à trouver des accroches au niveau de l'éducation média pour qu'effectivement ce qui se fait dans l'enseignement secondaire se fasse également en prolongement sur l'enseignement supérieur. Oui, voilà, donc je me représente très rapidement. Je suis délégué territorial auprès du DAZEN des Pyrénées-Orientales. C'est le nouveau nom de délégué départemental du CLEMI depuis cette rentrée. Voilà, parce qu'on dépend, en fait, on a une mission académique auprès des services académiques de l'éducation pour le rectorat de Montpellier, donc on dépend de ça. En gros, je m'occupe de superviser, de travailler avec les enseignants qui ont des projets médias sur le département. Chaque département a un représentant du CLEMI. Et après, nous sommes tous plus ou moins aidés de beaucoup d'autres professeurs. Nous sommes formateurs au sein de l'académie pour travailler avec les enseignants stagiaires en formation initiale, donc stagiaire ou continue, c'est-à-dire des professeurs qui travaillent déjà mais qui souhaitent améliorer leur formation en éducation média. Donc nous travaillons sur de nombreuses journées de formation autour de plusieurs médias. Là, effectivement, je vais parler, puisque vous m'y invitez, que de l'éducation aux images. Mais sachez que nous travaillons aussi sur tout ce qui concerne les médias sociaux actuels. Moi, je suis spécialisé plutôt web radio et réseaux sociaux, mais il y a aussi web TV, il y a aussi presse en ligne, blog. Voilà, tout ce qui concerne en fait à la fois les médias connectés et les médias traditionnels, parce qu'on ne les oublie pas. Mais voilà, comment essayer de travailler dans les collèges, lycées et dans les écoles, pour l'instant, et peut-être dans les universités, pour l'éducation aux médias. Voilà. Je vais être très pragmatique parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je souhaitais, comme vous parliez des offres et approches du CLEMI pour travailler avec les enseignants, je vous propose trois projets qui se font actuellement, soit au niveau national, soit au niveau académique, pour la photo de presse, gérés en partenariat avec pas mal de médias professionnels, mais gérés par le CLEMI. Et ensuite, j'essaierai de 3 petites minutes, mais ce serait intéressant de travailler là-dessus, sur quelle est notre approche de l'éducation aux images. Donc, je vous propose 3 dispositifs. Je ne sais pas du tout gérer le micro, excusez-moi. Je vous propose 3 dispositifs sur lesquels travaille le CLEMI depuis plusieurs années.
avec des partenariats plus ou moins proches et plus ou moins locaux. Donc il y a la semaine scolaire qui est en cours en fait. En ce moment, il y a la semaine scolaire à Visa pour l'image sur les lieux d'exposition. Donc on va y revenir un peu précisément. Ensuite, nous travaillons sur un travail sur l'image qui est sur le web, qui s'appelle 3 regards pour voir et qui est en partenariat avec France TV Éducation et depuis cette année, j'ai oublié de le marquer, l'AFP qui travaille avec nous sur ce dispositif photographique 3 regards pour voir. Et enfin, je parlerai de quelque chose qui est très concret, qui se font beaucoup dans les classes sur la base de projets, c'est Vue de chez nous. Qui est un travail sur les reportages photographiques, qui a été géré par Mediapart, qui maintenant a laissé la place sur l'un de ses blogs influents, qui s'appelle Vue de chez nous, et qui travaille donc très concrètement avec les établissements scolaires et le CLEMI pour proposer les reportages photographiques réalisés par les élèves. Donc, et enfin, je terminerai par quelle approche pédagogique pour une formation efficiente à l'éducation aux médias. Donc, concernant le visa pour l'image, je ne vais pas revenir dessus parce que je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit, mais peut-être plus précisément la semaine scolaire, où ce sont près de 12 000 élèves, dont principalement écoles, collèges et lycées de l'Académie de Montpellier, mais je dirais maintenant plus de l'Occitanie, parce que depuis peu ça s'est ouvert à tous les établissements scolaires de la région Occitanie. Donc ce sont 12 000 élèves l'an dernier, et je pense, vu les premiers chiffres donnés par l'association Visa pour l'image, ça va être 13 000 élèves qui sont actuellement en train de travailler sur les expositions des photographes de presse cette année au festival, mais aussi de rencontrer certains photojournalistes qui sont là cette semaine bénévolement pour travailler autour des images et de la photographie de presse et éventuellement de leur métier. C'est souvent des rencontres informelles ou alors des rencontres qui se font sur la base du travail réalisé en amont par les élèves. Et nous, le CLEMI, nous travaillons, si cela marche, excusez-moi. Nous, le CLEMI, nous travaillons plus particulièrement avec les enseignants sur des stages professionnels qui se déroulent un week-end. Je tiens à le signaler parce qu'il y a des enseignants qui viennent travailler du vendredi au dimanche au cœur du festival Visa pour l'image, le week-end pendant les 15 jours officiels du festival. Donc viennent travailler pour rencontrer des photojournalistes, parler effectivement de l'éducation aux images actuellement et comment travailler sur l'éducation aux images avec les élèves. Et ensuite, ces professeurs réalisent des fiches pédagogiques à l'intention de tous les enseignants qui vont amener les 12 000 élèves dont je vous parlais cette semaine-là. Donc c'est des fiches que l'on prépare. On fait ça un peu sur le rush parce qu'on les fait elles ont été faites la semaine dernière, mis à disposition en ligne la semaine dernière. Ce sont bien sûr des modèles de fiches pédagogiques. Tout le monde peut reprendre ce que l'on fait. On essaie de faire des choses de manière plutôt générale, mais qui travaille quasi exclusivement sur les photoreportages qui sont présentés pendant le festival. D'accord, pour que les professeurs, et notamment ceux qui n'ont pas pu venir à Visa pour l'image avant, parce qu'ils habitent loin et parce qu'ils n'ont pas pu effectivement voir les expos avant que de venir avec les élèves, cela leur permet de pouvoir démarrer quelque chose de concret avec les élèves. Donc voilà comment se présente très rapidement une fiche pédagogique que nous mettons à disposition des enseignants, où nous travaillons sur les références des expos qui sont présentés sur, là par exemple j'ai mis au hasard Montrer la guerre, et après nous travaillons, vous voyez, sur les enjeux thématiques, les publics désignés, les objectifs en éducation média que nous différencions. Et là, c'est important, des objectifs disciplinaires, ce qui permet aux professeurs à la fois de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de manière transversale avec les élèves en tant qu'objectif EAM, mais aussi de quelle manière ils pourraient donc travailler sur le programme en cours. On est toujours sur le croisement, sur la transversalité des disciplines, et savoir donc de quelle manière ils pourraient travailler sur le sujet. Et ensuite, nous, très concrètement, comme vous le voyez, nous proposons des activités, donc avant de venir voir l'expo, pendant la visite au Festival Visa, et le plus important pour nous, l'après. C'est-à-dire
j'ai vu les photos, on a travaillé en amont sur analyse de photos, objets médiatiques, etc. Mais surtout, qu'est-ce qu'on en fait après? Et c'est là où, effectivement, ça peut être intéressant pour les professeurs de voir que une exposition de photojournalisme, c'est pas juste on vient avec les élèves à Perpignan, c'est super, il fait beau, il y a deux trois photos, on rencontre un mec qui a galéré sur la guerre, parce que c'est ce qu'on entend avec les élèves, mais de voir que il y a beaucoup de choses dedans, il y a de l'intention, il y a un regard à construire qu'on a déjà commencé à travailler avant, et après tout au long de l'année essayer de prolonger l'exposition et la rencontre effectuée avec le photojournaliste pour éventuellement travailler sur d'autres objets médiatiques ou faire des reportages photographiques, etc. Ce qui commence à beaucoup marcher parce qu'on se rend compte finalement que beaucoup d'élèves de professeurs qui ont travaillé avec les élèves sur Visage pour l'image continuent durant l'année scolaire ou les autres années à réaliser eux-mêmes des reportages photographiques, à travailler sur la photo de presse. On a de plus en plus de retours très encourageants et à la fois très pertinents, ce qui montre que on fait pas un travail hyper superficiel. Voilà. Non, vous m'arrêtez pas en fait parce que j'ai que 20 minutes. Je veux dire, on en parlera après. Comment je reviens? Ensuite, un autre projet qui là en fait peut aussi être intéressant pour l'enseignement supérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est en fait le dispositif 3 regards pour voir, qui en fait convoque à la fois un photographe, un éditeur de presse et un sémiologue pour comprendre les photographies, les analyser et déterminer les enjeux ou les intentionnalités d'un photojournaliste sur sa photo. Donc ça se fait de manière très simple. Je vous montre rapidement. J'ai toujours un problème. Je ne les vois pas. Bon, en gros, je sais pas pourquoi c'est pas là. En gros, à chaque fois, c'est disponible en ligne sur le site du Clémy, par exemple, et aussi sur le site du Making of de l'AFP. Il y a des photographes qui sont choisis, sollicités pour travailler sur une photo en particulier. Et dans les 3 regards pour voir, il y a 5 minutes où chacun des participants, c'est-à-dire le photographe lui-même, explique dans quel contexte il a fait la photo et pourquoi il a fait la photo. Ensuite, il y a l'éditeur ou le producteur qui a réalisé la photo ou un rédacteur de magazine qui a choisi de mettre cette photo dans son magazine. Donc, ce regard d'édition, de publication de la photo explique les raisons de choix de la photo parmi d'autres et dans quel cadre elle s'insère pour un magazine, pour un reportage photographique. Donc, un regard d'éditeur. Et ensuite, il y a Didier Bertrand, je crois qu'il s'appelle, qui est sémiologue de l'image et qui lui essaie d'expliquer les intentions du photographe, les intentions aussi de l'image que l'on donne à voir et des multiples interprétations que l'on peut avoir sur une image type. Voilà, et il y a maintenant près de 15 images comme ça, 15 photographies qui peuvent être l'objet d'études pour des séquences d'éducation média efficientes pour comprendre qu'une photo de presse n'est pas seule, même si on ne tire qu'un cliché. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut y voir, qu'est-ce qu'on peut analyser, etc. Donc ça marche très très bien auprès des classes et des enseignants qui souhaitent travailler en amont sur des analyses de photographie. Et je rappelle bien de photographie médiatique, parce que ce qui nous anime au Clémy, c'est les intentions médiatiques ou le message médiatique porté par les images. Et enfin, si ça remarche bien, vous voyez, là, vous avez une partie des photos, il y a Villeka, Alep, etc. Mais j'ai fait qu'une capture, donc je ne peux pas venir là. Et donc, de manière plus concrète, parce que là, on travaille vraiment sur des productions d'élèves, parce qu'au Clémy, on travaille effectivement sur former les enseignants, on travaille sur analyser les médias, les comprendre en tant qu'objet d'étude ou objet médiatique, et non pas, j'ai entendu tout à l'heure, enfin, non pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, non pas illustration. Et ça, c'est toujours très compliqué à faire passer ce message qu'une image n'est plus une illustration de mon cours, mais un support d'utilisation, un support médiatique pour pouvoir travailler sur mon programme.
Donc ça, on essaie de le faire passer aux professeurs, mais ça rentre de plus en plus. Et donc, effectivement, vu de chez nous, en partenariat donc avec les blogs Mediapart et donc l'association La France vue d'ici, propose, en partenariat aussi avec le festival de photographie Images Singulières, qui a lieu à Sète, courant mai de chaque année, donc propose de travailler sur des reportages réalisés par les élèves avec des propos informatifs choisis en amont, dont les professeurs travaillent sur un sujet en particulier tout le long de l'année. Ils sont aidés par des photographes de la France vue d'ici et de Vue de chez nous qui viennent dans les classes pour leur proposer de travailler avec eux sur comment faire une image, qu'est-ce qu'on veut faire passer, donc vraiment le côté à la fois technique et message médiatique. Et ensuite, le blog en ligne permet de proposer donc un support de vision, de découverte du reportage photographique, qui a toujours bien sûr une ligne narrative avec éventuellement des légendes. Tout ça, c'est réalisé par les élèves. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est un concours et les 3 gagnants, à chaque fois, dans la région Occitanie, sont exposés. Donc là, le reportage photographique dépasse le simple support en ligne pour devenir vraiment un reportage exposé avec des cadres plus ou moins grands, mais ça a une place très importante au sein du festival Images Singulières. Et donc 3 reportages photographiques parmi les lauréats sont donc visibles et exposés au festival, avec bien sûr rencontre des élèves qui reçoivent un prix, etc., qui présentent lors d'un vernissage, comme dans les grandes expositions photographiques, deviennent donc eux-mêmes producteurs et photoreporters. Je ne peux pas vous les montrer, bien sûr, mais vous pouvez bien sûr aller voir chacun de ces reportages qui sont vraiment très intéressants. Et l'an dernier, c'est le lycée de Céré, je crois, qui a gagné en proposant quelque chose d'assez compliqué sur l'intime. Et donc, avec le photographe, il devait travailler sur, mais je pense que vous le savez aussi, il devait travailler sur leur intime et leur intimité. Qu'est-ce que c'est? Et très très compliqué pour des ados, pour le temps, hyper connectés, qui sont tout le temps en représentation, ça on pourra en reparler, en représentation d'images, de mèmes et tout ça, sur la base de selfies, de Snapchat, etc. Tout d'un coup, poser une photo, donner une intention pour dire qui on est à travers une photo. Voilà, le photographe J.C. Millet a trouvé l'expérience à la fois éprouvante, mais hyper enrichissante. Et pour les élèves, ils en sont ressortis transformés. Alors qu'on était sur du simple, on va se prendre en photo. Ou quelqu'un va prendre en photo ce qui est toi. Voilà, donc ça c'est très, très intéressant. Je termine, parce que je pense que j'ai déjà dépassé. Ouais. Je termine très vite. Donc, pour nous, le plus important, c'est quelles approches pédagogiques on essaie de transmettre aux enseignants donc, qui suivent nos formations en éducation média. Et je le rappelle, le Clémy, on ne peut pas travailler avec les élèves directement. C'est absolument impossible, parce qu'on n'est pas beaucoup. On est des enseignants... comment dire, on n'a pas de décharge, hein. On est vraiment enseignant en classe et de temps en temps on nous propose une journée de formation, donc on va, je veux dire, en plus de nos heures, ou dans le cas de nos heures, on va, voilà, mais on n'a pas de décharge, donc on essaie de faire au mieux, et c'est pour ça qu'on ne peut pas travailler avec les élèves directement. Par contre, on est là pour former les enseignants à l'éducation média pour les travailler dans les classes et les mettre en relation avec les professionnels des médias, notamment locaux, puisque on a un carnet d'adresses assez intéressant sur les professionnels des médias, tout type, qui bossent avec nous et avec les élèves et les professeurs. Donc voilà. Alors ce qui nous intéresse, nous, vraiment, c'est l'approche didactique d'une éducation aux médias et une éducation aux images d'information. Voilà. C'est la base. On est éducation média d'information. Donc nous, l'image, effectivement, on travaille sur le côté esthétique d'une image, on travaille sur le côté iconique d'une image. Je vous parlais tout à l'heure du rituel. Effectivement, on est sur ça. Mais comme l'a dit Bénédicte Langlois tout à l'heure, ce qui nous importe aussi, c'est la culture de l'image. Parce que la culture de l'image est très différente d'un professeur à l'autre déjà, mais disons la culture de l'image qu'a un professeur n'est pas vraiment la culture de l'image qu'a un élève de 2019 actuellement. Et donc, à la fois,
il nous paraît intéressant, mais ambitieux, de travailler sur une culture de l'image, une culture historique. Et là, je reviens finalement sur le côté icône, mais sur l'icône de l'image médiatique. Et ensuite, sur le support d'information. Vraiment, la finalité, nous, à chaque fois, c'est l'image que tu vois, qu'est-ce qu'elle te donne à voir, qu'est-ce que tu y vois, qu'est-ce que tu ressens, bien sûr, et qu'est-ce qu'a voulu dire le photojournaliste. Pourquoi il a fait cette image? Et pourquoi on te la montre? Beaucoup de questions. C'est très enrichissant, ça part souvent dans tous les sens, mais c'est vraiment intéressant de travailler sur ça. Et c'est à la fois, pour nous, formateurs du Clémy, la base de l'éducation aux médias. Et travailler des fois ça avec les professeurs qui ont peur de se lancer dans des projets médiatiques, c'est rester sur des fondamentaux qui nous paraissent évidents de construire un message médiatique sur la base d'une analyse, un décryptage, j'aime pas trop ça, mais décodage, on va dire, des informations médiatiques qui nous sont données à voir, et du coup, comment construire le regard citoyen de l'élève qui sera amené à produire des images, qui sera amené encore à voir. Il ne sera pas débordé, il ne l'est pas du tout, il est en plein dans les images. Par contre, comment se construire une culture visuelle à partir des images qui sont données à voir? Et là, ça nous paraît important de travailler sur ça. Donc, je vous l'ai dit, compétences, apport pédagogique, etc. Et la construction citoyenne, j'ai dit tout ça, hein, vraiment le regard sur le monde, et effectivement l'esprit critique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le renforcement du Clémy a eu lieu en 2015 avec effectivement l'éducation à la citoyenneté promulguée, martelée, je dirais même par Madame Najat Vallaud-Belkacem à l'époque des attentats de Charlie Hebdo, et maintenant, on va dire relayé notamment par Jean-Michel Blanquer pour travailler sur les fake news, sur la désinformation, etc. Donc avant que de travailler sur la désinformation, pour nous, il nous paraît intéressant, même si on y travaille dessus, de travailler sur l'information. Et une fois qu'on a intégré l'information, qu'elle soit d'image ou d'ailleurs, une fois qu'on a compris comment se faisait une information, d'où elle venait et qu'est-ce qu'on en faisait, comment elle était partagée, après on pouvait travailler effectivement sur la désinformation et savoir si ce que tu reçois, ce que tu vois, est-ce que c'est effectivement de la désinformation, sachant que tu as déjà les codes, dans la mesure du possible, les codes de ce qu'est une information. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui me paraît intéressant, je l'ai rajouté après, et ça conclura ce que je disais en préambule, il serait intéressant de construire des ponts avec l'enseignement supérieur sur la base peut-être de partenariats, de conventions, je ne sais pas trop encore comment ça peut fonctionner, mais c'est vrai qu'on a de la demande, et j'en ai encore une récente, on a de la demande de la part du supérieur pour voir comment on travaille et voir comment on pourrait fonctionner avec l'enseignement supérieur sur un continuum qu'on fait déjà depuis en fait la maternelle avec des compétences transversales, les compétences en EMI demandées dès le primaire, collège, lycée, et donc pourquoi pas université avec les étudiants ou la formation des professeurs du supérieur. Voilà, donc ça ce serait intéressant. Je termine juste avec ça qui est réalisé par le Clémy de Montpellier pour travailler si vous avez besoin, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez travailler aussi avec vos étudiants. On est sur un Scoopit, donc vraiment une veille documentaire iconographique sur tout ce qui sort sur le web concernant l'étude, l'analyse et le travail sur le photojournalisme ou la photo de presse actuellement. Donc vous voyez, c'est tout simple, hein, c'est une colonne type veille où tout ce qui sort au niveau des images fixes et animées est sourcé ici. Donc, plutôt que de chercher pendant des heures sur le web, venez voir notre Scoopit où on recense tout ce qui sort sur la photographie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est toujours intéressant de voir comment la mise en pratique des élèves leur permet d'être au cœur du projet, de comprendre les modes d'emploi finalement, de création. Et après, dans la logique, ils sont en mesure, je pense, de comprendre le mode de fonctionnement. Oui. De compréhension de ces images. Et c'est ça qui est, oui, tout à fait. Tout à l'heure, mais c'est ça qui est intéressant. Oui, et puis même en tant qu'élève, et les professeurs qui sont souvent un peu inquiets s'en trouvent extrêmement contents. C'est le côté production. Oui.
que l'on peut attendre, où tout d'un coup on analyse des médias, puis après les élèves deviennent eux-mêmes acteurs. Là, effectivement, on est à la fois dans une pédagogie de projet, mais une pédagogie active qui leur permet d'avoir un produit fini dont ils sont en général fiers, et donc pour lequel ils donnent une motivation qui est bien plus supérieure que dans d'autres activités. Et cette implication, je pense, explique en grande partie le succès de ces semaines organisées par Visa et qui font venir autant d'étudiants. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On va rester dans ce processus de création, pas forcément auprès des élèves, mais dans le domaine de la photographie, puisque la prochaine intervention aura pour thème l'éducation à l'image comme poursuite d'un propos photographique. Et je vais laisser la parole à Vincent Brugère et Céline Isart. Pardon si j'ai... C'est comme ça ? Isart, pardon, voilà. Donc qui sont... vous pouvez venir devant si vous voulez, ou vous pouvez rester là. Est-ce que vous avez à projeter ? Non. Non ? D'accord. Vous pouvez monter le micro. Ouais. Hop, là, le micro. Voilà. Oui. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous avoir invités pour qu'on puisse vous présenter un peu ce qu'on fait. Alors d'abord, nous sommes photographes documentaires, donc nous travaillons plutôt sur des sujets au long cours et intervenir auprès notamment de scolaires, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est vraiment une prolongation en fait de notre travail. Parce que nous, même si on s'inscrit un peu dans le photojournalisme, on a disons une écriture photographique qui est très axée sur la rationalité et sur l'idée de réfléchir, en fait, que l'image donne à réfléchir plutôt qu'elle livre tout de suite les clés de ce qu'elle montre. Du coup, au niveau de nos interventions, nous sommes intervenus donc dans le cadre d'une résidence. Donc, on était sur un projet plutôt au long cours, donc une résidence pédagogique et de création. Donc, à la fois nous travaillions sur un sujet et les élèves produisent également. Donc c'était une résidence de 6 mois, enfin de 5 semaines auprès des élèves, étalée sur 6 mois. Ce type d'intervention en fait permet, comme le disait Jean-Christophe, d'avoir une véritable continuité et pas Jean-Christophe, pardon, on parlait de Jean-Christophe Millet, Jean-François. Ça permet en fait d'avoir un suivi auprès des élèves et de s'inscrire vraiment dans un processus long de travail. Voilà, donc au niveau de cette résidence. Ensuite, nous intervenons aussi sur des moments un peu plus courts, généralement une demi-journée. Donc là, c'est quelque chose un peu plus ciblé sur une sensibilisation à l'image ou aux médias. Et en fait, comme ici le colloque s'applique sur l'état des lieux, nous avons listé, si vous voulez, différents points qu'on voulait aborder avec vous sur des problématiques qu'on rencontre et sur les caractéristiques des publics, leurs attentes et... Ouais. Si tu... Ouais, vas-y. Alors, oui, du coup, ce que disait Céline, et l'intitulé de notre intervention, la prolongation d'un propos photographique, et ce qu'elle a dit exactement, c'est qu'on part du principe que la photographie n'est pas strictement un vecteur d'émotion. Par exemple, une année, Visa sur l'image avait pour slogan « L'émotion est à Visa ». On part du principe que la photographie peut constituer un corpus documentaire plus conséquent qu'une seule image et qu'on peut amener à réfléchir, qu'on peut documenter des situations et que ça contribue justement au développement de l'esprit critique, en essayant de comprendre rationnellement des phénomènes, comme par exemple la question migratoire. On a vu beaucoup d'images de personnes dans des conditions de vie, de parcours en Europe particulièrement compliquées, dans la boue, qui arrivaient ou qui débarquaient sur les plages grecques, ou même des enfants dont le corps avait été retrouvé sur des plages turques. Et on essaye de documenter les choses de façon beaucoup plus rationnelle, un peu plus loin de l'aspect émotionnel, et on part du principe qu'on peut expliquer, documenter et réfléchir à partir d'une image, et pas seulement être touché immédiatement par quelque chose qui nous tire les larmes des yeux, par exemple. Et donc, nous, notre difficulté, alors on va dire une intervention en 2 temps,
nous, nos difficultés à travailler justement à faire de l'éducation à l'image médiatique, et ensuite, comme l'a dit Céline, les caractéristiques qu'on a compris et qui se détachent des publics qu'on a pu rencontrer. Alors les premières difficultés qu'on peut avoir, nous, alors c'est tout bête, mais c'est d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que notre statut de photographe et d'auteur nous empêche de travailler beaucoup avec les élèves. C'est-à-dire que pour un statut d'auteur-photographe, les actions pédagogiques rentrent dans la catégorie des revenus accessoires, et donc on ne peut pas dépasser une certaine rémunération par an. Donc si on voulait faire un chiffre d'affaires, on va dire comme ça, notable avec l'éducation à l'image, on ne pourrait pas, juridiquement. Donc déjà, c'est la première difficulté pour nous, alors que c'est une prolongation de notre propos photographique. Deuxièmement, c'est de rentrer en contact avec les établissements scolaires. C'est-à-dire que là, par exemple, concrètement, au mois d'avril, alors c'était pas des établissements scolaires classiques, c'était des établissements scolaires qui offraient une formation photo de type Bac Pro Photo. On les a contactés au kilomètre. On n'a quasiment pas eu de réponse. Les réponses qu'on a eues, c'était oui, c'est possible, on verra plus tard. On a recontacté plus tard et du coup il y a une difficulté à organiser, planifier et toucher les bons intervenants dans un établissement scolaire. Ça c'est très très compliqué pour nous. Et donc la solution, quand on veut faire de l'éducation à l'image médiatique, c'est de passer par des structures intermédiaires. Comme l'a dit Céline, une résidence pédagogique, donc qui va être lancée par une éducation, enfin une instance culturelle, qui va recruter, on va dire, des intervenants extérieurs, des photographes, pour ensuite mettre en place une résidence, soit de création, ou soit une résidence pédagogique, ou les deux. Une partie création, une partie pédagogique. Donc quand en tant qu'auteur, on veut rencontrer des publics, il faut passer par un tiers. Autre exemple, le CIP, qui du coup, entre guillemets, oui, nous recrute, nous inscrit dans sa base d'intervenants et de photojournalistes, et ensuite, en fonction de ses projets, la semaine de la presse et des médias, ou en dehors d'autres temps pendant l'année, va nous mettre en contact avec des publics. Donc nous, auteurs, photographes, c'est compliqué d'entrer en contact avec justement les collégiens et les lycéens pour mettre en place des projets d'éducation aux médias. Ça, c'est une réelle complexité. Et ensuite, donc le deuxième point, je le continue ou tu veux... Au niveau des publics oui. Visés, bon, continue, vas-y. Oui. Alors, au niveau des publics visés, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les élèves ne comprennent pas comment une image est produite et quel est le chemin parcouru par cette image pour arriver dans un organe de presse. Ça, c'est quelque chose qui leur est complètement étranger, complètement extérieur. Du coup, la chaîne de production. Et par exemple, c'est vrai, quand on parle d'intention du photographe, c'est quand on a le photographe en direct. Nous, en tant qu'auteurs, quand on verse nos images dans une banque d'images comme celle de l'AFP, il est évident que en dehors de la légende et des métadonnées, tout ce qu'on peut renseigner dans l'image, l'iconographe qui va aller chercher l'image ne connaît pas notre intention. Et donc, du coup, parfois, voilà, enfin, même ce qu'on constate souvent, les élèves n'ont pas de connaissance de la chaîne médiatique entre la production et la diffusion de l'image. Ça, c'est très, 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 très important de le savoir. Ensuite, il y a un autre point, c'est que l'image, c'est particulièrement compliqué à comprendre. C'est-à-dire que si je vous dis « je sors », c'est clair, c'est assez univoque, je sors de la salle. Si je fais une photo de moi, un selfie en train de sortir de la salle, il y a beaucoup plus d'interprétations possibles. Et donc l'image est immédiatement plus accessible. C'est pour ça que quand vous lisez un journal en ligne, on vous met une petite vignette pour attirer votre regard, et ensuite vous cliquez sur le lien, et après vous allez lire le texte et peut-être laisser tomber l'image. Mais approfondir la compréhension de l'image, c'est plus compliqué. Et donc, on voit que les élèves ne cernent pas forcément les ressorts cognitifs d'une image. C'est-à-dire que, par exemple, au lycée, il y a un programme de français à une époque, c'était convaincre, persuader. Et donc, on comprend que, voilà, parfois, quand on parle à des gens, l'objectif, c'est de tabler sur de l'émotionnel, et que parfois, l'objectif, c'est de tabler plutôt sur quelque chose de rationnel, expliquer, comprendre, voilà, et qu'une image, on ne cerne pas que parfois, oui, elle joue spécifiquement sur le côté émotionnel. C'est le cas d'une affiche publicitaire, on s'en fiche un peu du message, l'idée c'est de faire consommer, et que parfois l'image, au contraire, elle peut paraître de prime abord plus froide, mais elle a pour objectif d'expliquer, de documenter, d'essayer de donner les éléments de compréhension au lecteur. Et donc là, du coup, parfois il faut plus d'une image pour expliquer un propos, et ça, les élèves ont du mal à appréhender ce côté-là, c'est qu'une image peut jouer sur plusieurs registres pour véhiculer un message, voilà. On n'est pas nécessairement dans l'émotionnel. Et
la troisième chose que l'on peut constater, c'est que les élèves sont complètement, enfin, ce que je dis là, c'est ce qu'on a, nous, observé avec les élèves avec lesquels on était en contact. Après, voilà, c'est pas, il peut y avoir d'autres expériences, mais que les élèves ne savent pas produire une image. On a fait le test, on a fait une résidence de 6 semaines avec des élèves, et l'objectif à la fin, c'était de tirer les photos. Ils ne comprennent pas le fonctionnement de leur smartphone en dehors de la production immédiate d'une image pour la partager sur les réseaux sociaux. Entrer dans les paramètres du téléphone, leur expliquer ce que c'est que les pixels, la hauteur, la largeur, les dimensions d'une photo, comment produire la photo de la meilleure qualité possible pour justement l'exploiter après, ils ne comprennent pas. Déjà, la première chose, c'est qu'ils ne savent pas nécessairement envoyer une pièce jointe par mail. Ils envoient la photo par SMS à leurs parents pour que leurs parents l'envoient depuis leur boîte de messagerie. Et donc ça permet de déconstruire un certain nombre d'éléments et d'idées que les élèves seraient particulièrement à l'aise avec l'image. Pardon, je crache un peu sur le micro. Les élèves savent produire une image immédiate pour la partager sur les réseaux sociaux et très souvent ils la suppriment après. Et donc nous, ça nous a embêtés parce que parfois ils nous envoyaient l'image, mais 10 minutes après ils l'avaient supprimée. Et donc quand on leur demandait s'ils avaient conservé l'image en haute résolution, enfin en haute définition, non, ils ne l'avaient pas conservée. Et donc il y a cette idée de consommation de l'image, mais ils n'arrivent pas nécessairement à comprendre comment on la produit. Ou même, par exemple, si un jour vous lisez des rapports de stage d'élèves de 3e, vous verrez que le traitement de texte et la mise en page, c'est déjà pas gagné. Déjà utiliser Word, Excel, c'est hors de question, mais déjà l'outil informatique, en dehors d'un usage pour les réseaux sociaux, c'est compliqué. Alors du coup, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on a constatées qui permettent de déconstruire l'image qu'on peut se faire des élèves habitués à la production d'une image. C'est un certain type d'image très formaté, à usage, à consommation immédiate. Voilà. Et aussi un autre élément, mince, je voulais dire que j'ai oublié. Oui, l'idée que, comment dire. Oui, on a fait des tests avec des élèves de 6e, donc assez jeunes quand même, et ils comprennent. Alors, on va mettre en parallèle l'activité d'auteur-photographe qui, comme ici à Visa, où on rencontre des professionnels de l'image, on passe 10 minutes avec des adultes, des iconographes, enfin des éditeurs photos, d'organes de presse, qui ont un regard sur nos photos, et qui parfois, ça arrive, suivant la personne, donc aiment les images ou les aiment pas, ça arrive, mais on se rend compte que des élèves de 6e ont un regard beaucoup plus efficace et aiguisé que quelqu'un qui peut avoir 20 ans d'expérience dans un journal photo. Mais ça fait pas un pli. C'est-à-dire que le môme, on lui montre une image, il va la regarder. Les adultes, ils vont dire « Ah ouais, non, mais là, tout de suite, on passe. » Les élèves, vous les mettez 5 minutes devant une image, mais ils vont vous sortir des détails, ils vont réfléchir, ils vont mettre en perspective. On a fait le test avec des photos de bâtiments qui, a priori, parlaient pas à tout un tas d'iconographes qu'on a rencontrés. On a fait le test, voilà. Et les élèves vont dire Ah, mais là, il y a une fenêtre qui est ouverte sur ce bâtiment. Ici, elles sont fermées. Et puis là, on voit que la pelouse, elle a poussé. Ah, mais peut-être que ce bâtiment-là, il n'est pas occupé. Alors que du coup, beaucoup de personnes, parfois, peuvent dire Ah non, mais le message, il n'est pas immédiat. Mais oui, mais on se rend compte que, parfois, les élèves prennent le temps de regarder ce qu'ils regardent et de lire ce qu'ils lisent. Un adulte, par exemple, une lecture de portfolio à Visa, on va vous dire Ah, mais la photo, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'en 3 secondes, on comprenne. Et donc, du coup, on voit que les élèves n'ont pas toujours les mêmes réactions par rapport à l'image et que très souvent, ils peuvent prendre le temps de lire aussi les images et de comprendre ce qui se passe dessus. Ils ont un regard, parfois, qui est beaucoup plus prégnant que les adultes. Voilà. Et donc, c'est les choses qu'on constate pour les élèves. Ils ne comprennent pas le cheminement de l'image. Ils sont très handicapés avec l'utilisation de leur téléphone pour faire de vraies photos. Mais parfois aussi, ils ont un regard qui est beaucoup plus aiguisé que les adultes. Voilà, en gros. Voilà. Alors, merci pour ce témoignage qui est assez édifiant à plusieurs niveaux. Je retiendrai juste cette espèce de paradoxe entre... Tout à l'heure, on parlait des besoins de l'éducation nationale pour trouver des partenaires extérieurs. En même temps, la difficulté pour ces mêmes partenaires de pouvoir intégrer les structures liées à l'éducation nationale. Donc, c'est une chose à laquelle on pourra réfléchir. Et vous parliez à juste titre de ce concept de consommation des images. Oui. C'est peut-être pour ça, par rapport à ce que disait Cécile tout à l'heure, quand on disait qu'on était envahi par les images, peut-être c'est au sens de on les consomme beaucoup, parce que c'est peut-être plus facile de consommer une image que de consommer un texte.
en tout cas pour les scolaires, pour être souvent face à des scolaires pendant des voyages scolaires, c'est souvent ce qui ressort. C'est plus facile que. Et c'est vrai que des élèves de 6e, pour les avoir amenés en voyage scolaire, ils ont un regard beaucoup plus aguerri et beaucoup plus précis sur les choses qui les entourent. Peut-être parce qu'ils ont un regard neuf, justement. Ils ont un peu de cette naïveté encore qui part au fur et à mesure qu'ils grandissent. Oui. Pour avoir discuté avec des profs, c'est en tout cas, pour ce que j'ai pu voir, c'était ce qui ressortait. Après, pour votre expérience, c'est tout aussi intéressant, mais ça mérite de débat. Mais en tout cas, c'était un témoignage qui était très, très fort et qui permet de relativiser un certain nombre d'idées reçues par rapport à... C'était vraiment intéressant. Alors après, comment dire, à l'échelle de notre modeste expérience, on n'a pas vu non plus des millions et des millions d'élèves, mais c'est voilà. Oui. Après, parfois ça. Non, on ne fait pas un généralisme, mais c'est quand même intéressant d'en tenir compte. Pour la prochaine intervention, donc j'aurai le plaisir de laisser la parole à Virginie Soulier et à Marianne Fraissinet de l'Université de Perpignan, avec lesquelles je travaille. Donc Virginie Soulier est chercheuse au Crésé Max Patrimoine et également au sein d'un laboratoire québécois sur le public de la culture. Et elle s'intéresse plus précisément à l'expographie, l'éducation et la médiation muséale, les patrimoines récents et sensibles et le numérique en contexte patrimonial. Et Marianne, qui est ingénieure de recherche à l'Université de Perpignan, a travaillé dans sa thèse de doctorat sur la réception de l'Antiquité à l'époque moderne. Et Marianne et Virginie pilotent ce projet EducMedia dont il va être question. On ne peut pas éteindre. Noir. Ah. D'accord. Non, c'est pas possible. Ouais, parce que c'est pas la même version PowerPoint, donc ça donne. Ok. Non, c'est pas grave. Ok, on va y aller. Ok. Donc, nous allons vous présenter le projet EducMedia, qui est un projet en cours que nous sommes en train de mener grâce au soutien de la région Occitanie et de la SAT Accélère. Nous avions répondu à un appel à projet, un programme qui s'appelle Prématuration. Et en fait, ce programme vise à accompagner les chercheurs dans le transfert de leurs résultats de recherche vers l'industrie et la création d'entreprises. Voilà, donc c'est un dispositif de subvention qui nous permet effectivement de valoriser les connaissances scientifiques.
Alors, on va vous présenter avec Marianne, donc tout d'abord le contexte et les objectifs de ce projet EducMedia, la méthode que nous avons mise en place, le protocole de recherche. Marianne rentrera plus dans les détails sur les résultats de nos premières enquêtes et nous terminerons à titre de conclusion sur les pistes communicationnelles de ce concept de musée virtuel, musée numérique que nous sommes donc en train de mettre en place. Alors le projet est réalisé au sein de l'axe patrimoine du CRECEM de l'Université de Perpignan avec une équipe pluridisciplinaire dont plusieurs membres sont ici. C'est une équipe donc est inscrite en histoire de l'art, en sciences d'information et de la communication et aussi en civilisation. Et également, donc, nous travaillons avec une équipe technique pour la réalisation de ce prototype de musée virtuel. Nous avions proposé à la région de créer un musée virtuel qui vise avant tout à valoriser le patrimoine visuel contemporain de Perpignan à l'adresse d'un public scolaire. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Et en même temps, on s'inscrit en éducation formelle, c'est-à-dire qu'on s'inscrit également dans ces deux dispositifs du ministère de l'Éducation dont on a parlé tout à l'heure, l'éducation à l'image aux médias, mais aussi en éducation artistique et culturelle. Également, alors par rapport à cela, on sait qu'aussi, et ça sera peut-être aussi un débat, peut-être des échanges pour tout à l'heure, nous savons aussi qu'on est en plein dans les réformes, que les choses sont en train de changer, et donc de voir effectivement où est-ce qu'on en est dans ce dispositif avec le futur bac. Donc ce que nous retenons pour le moment, la volonté donc, de l'éducation nationale, c'est de former, tout ce qui a été dit tout à l'heure aussi, des cybercitoyens éclairés, avisés quand ils se retrouvent face à l'image. Mais également, nous, notre volonté en tant qu'enseignants-chercheurs dans le supérieur, eh bien, c'est de faciliter aussi ce passage du milieu scolaire dans le secondaire vers les études universitaires, pour déjà commencer à développer ces compétences, notamment en iconographie. Également, on se situe au niveau de l'éducation non formelle. On estime aussi qu'on est dans la valorisation d'un patrimoine. Donc, nous sommes dans les champs de la médiation, de l'éducation muséale. Et donc, on est aussi dans, je dirais, cette découverte et cette jouissance patrimoniale et qui, peut-être, ne s'inscrit pas là forcément dans les programmes scolaires. Alors, nous avons retenu 3 types de collections d'images, artistiques, photojournalistiques et cinématographiques, pour être à la fois sur des images animées et fixes. Et donc, nous travaillons en partenariat avec 3 équipements patrimoniaux, le CIP, le Musée des Beaux-Arts, donc le musée Rigaud, et également avec la Cinémathèque, l'Institut Jean Vigo. Au niveau de la méthode donc, que nous mettons en place, voilà. Pour répondre finalement à ce programme de prématuration, on est dans ce qu'on appelle une recherche-action, c'est-à-dire qu'on répond directement aux besoins de la société et aux attentes de la société en travaillant en concertation étroite avec des professionnels. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour cela, on a mis en place ce qu'on appelle une démarche inductive. Donc, c'est avant tout être sur le terrain, s'imprégner du terrain, pour cerner d'abord les pratiques sur le terrain et les usages, les besoins, les attentes. Donc, nous travaillons avec plusieurs acteurs, avant tout dans le milieu scolaire, donc les enseignants documentalistes, les enseignants donc référents qui sont responsables de services éducatifs dans les équipements patrimoniaux, et également aussi donc dans le milieu directement patrimonial avec des médiateurs culturels. Et enfin, on s'est rendu compte aussi que de nombreux professionnels, comme nous avons eu le témoignage aussi, sont également dans l'éducation et donc on les a intégrés également à notre échantillon. Alors, au niveau du protocole et des étapes de recherche, cette première étape elle consiste à établir une revue de littérature. Quelles sont ces cyberpratiques actuelles comment on a introduit ces techniques de l'information et de la communication en contexte patrimonial. Et finalement, qu'est-ce que c'est ce musée dit virtuel, ce musée numérique? Et c'est là qu'on va interroger cette transformation des musées en ligne depuis le musée dit 1.0, où on est juste dans une logique d'information, jusqu'au musée 3.0, où là on est surtout dans une logique de participation et d'immersion. La deuxième étape est de réaliser un inventaire pour bien cerner ce portrait finalement de l'offre numérique pédagogique, pouvoir aussi en cerner les limites, mais aussi les atouts. Donc il y a toute cette recension des ressources numériques.
Troisième chantier, c'est des entretiens individuels auprès de chacun de ces acteurs pour bien cerner donc leurs pratiques et leurs besoins. Quatrième chantier, on est sur, donc ça c'est plutôt le comité scientifique, hein, tout ce qui est la documentation et l'analyse de l'ensemble de ces collections d'images. Également, le cinquième chantier, au sein même du comité scientifique, eh bien, puisqu'on est une équipe pluridisciplinaire, c'est également de dégager une méthode d'analyse de l'image en commun, donc à partir d'entretiens collectifs, et donc pour avoir effectivement ce regard pluridisciplinaire sur les images. Et enfin, donc, avec le comité technique, mener plutôt une veille sur les progrès de ces nouvelles technologies. Voilà, donc ça c'est là où nous en sommes, tous les chantiers que nous avons ouverts, et dès qu'on aura donc proposé ce concept de musée virtuel, il restera encore toutes les étapes d'expérimentation et d'optimisation. Voilà, donc je laisse la parole à Marianne pour les résultats des premières enquêtes. Alors, du point de vue de la littérature scientifique, tout d'abord, elle permet d'emblée d'attirer notre attention sur une distinction qui s'est opérée dès le début des années 2000 entre les concepts de musée virtuel, de cybermusée puis de musée numérique. En muséologie, ces deux dernières dénominations, cybermusée et plus encore celle de musée numérique, sont désormais régulièrement préférées à celle de musée virtuel qui recouvre un sens finalement trop large. Au-delà de ces nuances terminologiques, les différentes définitions du musée numérique nous permettent déjà de dégager les notions et concepts clés qui vont en grande partie guider nos recherches. Outre les notions générales de communication et de circulation au sein des contenus, on retrouve par exemple des notions plus précises comme celles d'appropriation et d'interaction, le tout dans le but de produire des savoirs, de dépasser la seule observation et de créer des usages numériques. De fait, la littérature scientifique consacrée à la web muséologie se polarise autour de ces notions incontournables qui induisent chacune des objectifs et des fonctionnalités plus ou moins liées. Par l'appropriation des contenus, on entend par exemple le fait d'adapter et de personnaliser les contenus pour finalement les adopter. L'expérience de visite, qui contribue justement à l'appropriation, implique pour sa part de créer du sens, mais aussi de créer de l'interaction avec les usagers, en d'autres termes, de les faire participer, parfois même de les impliquer dans la création de contenu et, pour les dispositifs les plus aboutis, de tendre à l'immersion au sein des œuvres et des parcours de visite. Du côté de l'institution muséale, on le mesure donc bien, ces logiques propres à la web muséologie constituent de nouveaux modes de médiation. D'une part, la médiation extensive, qui suppose de se lier à d'autres ressources en ligne et de créer des réseaux d'information, et d'autre part, la médiation inclusive, qui, elle, nécessite, on l'aura compris, d'avoir recours à des technologies participatives qui mobilisent pleinement le visiteur cybernaute. En plus du musée numérique, un autre type de plateforme en ligne nous intéresse directement, avec cette fois ce que l'on dénomme les sites éducatifs. À cet égard, les travaux menés par le groupe de recherche de l'Université de Québec à Montréal apparaissent essentiels, tant ils fournissent les fondements théoriques de l'éducation muséale. Si l'on s'arrête cette fois sur la définition d'un site éducatif, on perçoit des points communs, mais aussi des inflexions. Plutôt que la circulation au sein des contenus, on note ici l'insistance sur la manipulation des contenus qui implique notamment recherche et traitement de l'information. De la même manière, plutôt que de créer des usages numériques, il est question de créer des productions en ligne directement. Enfin, la notion de plaisir et avec elle la dimension ludique font partie intégrante des activités proposés. D'une manière générale, donc, musées numériques et sites éducatifs ont des objectifs communs, mais dans le champ spécifique de l'éducation muséale, la dimension proactive du visiteur et la délectation autonome sont des enjeux particulièrement prégnants. Voilà de manière donc très synthétique ce que l'on peut retenir de l'étude de la littérature scientifique qui nous fournit là un cadre théorique qui va retrouver son écho et son application directe dans notre deuxième champ d'investigation qui consiste à dresser un portrait de l'offre numérique.
De ce point de vue, il convient au préalable de rappeler des typologies qui ont été précédemment élaborées par différentes équipes de chercheurs. Sont ainsi distingués plusieurs modes de diffusion, l'offre asynchrone et synchrone, mais aussi plusieurs degrés de participation allant de la simple consultation jusqu'à la co-création pour les contenus les plus aboutis. Dans cette perspective, nous avons examiné de nombreuses plateformes issues d'institutions muséales, mais aussi issues de partenaires du ministère de l'Éducation nationale et ou du ministère de la Culture. Le premier constat est celui d'une offre ressources directement destinée à l'école. On retient en effet la présence de contenus didactiques proposant des discours adaptés au public visé. On note aussi la présence de nombreuses ressources pédagogiques avec des activités clés en main, grilles d'analyse, mise en contexte systématique des œuvres auxquelles s'adjoignent, dans certains cas, des pistes d'exploitation et des propositions de séquences pour l'enseignant. Sur les sites issus des partenaires du ministère de l'Éducation nationale, une attention accrue est portée à l'indexation des images par mots-clés, par thématique, par période historique ou encore par niveau scolaire. De ce fait, la facilité d'utilisation du site et l'accès aux ressources du moteur de recherche apparaît manifeste. Mais le fait est que la majorité de ces ressources en ligne est avant tout destinée aux enseignants plutôt qu'aux élèves eux-mêmes. Le deuxième constat porte sur la variété et la récurrence des technologies usitées. Le web documentaire est très fréquemment utilisé avec tout ce qu'il implique, courtes vidéos, scénarii, musique, effets sonores, etc. Pour la dimension plus ludique, on fait appel à des jeux, essentiellement des quiz de questions-réponses. Et enfin, des exemples moins nombreux mais existants de contenus qui dépassent la dimension unidirectionnelle et qui proposent cette fois des activités véritablement interactives. De ce point de vue, retenons la volonté de proposer des activités alliant donc pédagogie, ludisme et interaction. Néanmoins, ces dispositifs génèrent à chaque fois une implication du cybernaute qui se limite bien souvent à quelques clics, laissant l'usager dans une position très souvent passive. Dimension passive qui nous amène à notre troisième constat. Passé ces quelques clics et malgré l'ajout de vidéos ou dispositifs 3D, on reste en effet quasiment systématiquement sur un modèle classique d'une image confrontée à un texte d'explication. Ou à défaut du texte, pour les plus petits, on se contentera d'un commentaire en voix off. Si l'on se réfère donc aux typologies et caractéristiques précédemment citées, on s'en tient ici à un degré de participation qui ne dépasse guère les deux premiers niveaux définis, à savoir ceux d'une consultation contributive, la contribution de l'usager demeurant, quoi qu'il en soit, modeste, avec un échange qui reste unidirectionnel, autrement dit d'un message envoyé d'un émetteur à un récepteur, sans engendrer d'interaction plus poussée. De la même manière, à l'exception des pages d'accueil, la majorité des pages déployées apparaît statique au sens d'un contenu qui reste fixe. Notre quatrième et dernier constat porte sur la présence parmi ces propositions d'une offre unifiée autour d'un concept. Si les sites du ministère de l'Éducation nationale ont en effet souvent un concept fil conducteur, les sites des institutions muséales ne développent guère de plateformes pédagogiques spécifiques et unifiées. En réalité, les contenus destinés au monde de l'éducation sont répartis dans des sections et sous-sections du site de l'institution, voire même sur des plateformes externes au site de l'institution. L'ensemble des contenus pédagogiques se retrouve donc très souvent éclaté et peu visible. En ce sens, le seul exemple francophone et d'actualité que l'on ait recensé à ce jour est la plateforme Educart, développée par le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Les œuvres du musée sont ici toutes présentées selon la même grille d'analyse, avec mise en contexte et questions qui s'adressent directement à l'apprenant, le tout pour susciter son sens de l'observation et l'amener à analyser l'image. En plus d'une navigation ergonomique et ludique, on dispose aussi d'un formulaire d'exploration de la plateforme efficace où on repère là encore une indexation par champ de discipline, sous-thème et datation. Il s'agit là du seul véritable exemple donc de musée éducatif conceptualisé que l'on ait trouvé à ce jour.
Efficace dans une perspective pédagogique et scolaire, on note cependant l'absence de technologies véritablement innovantes ici, les dispositifs usités se limitant là encore à des motifs 3D animés, à des vidéos. En dehors de cela, la majorité des pages restent encore statiques. L'omniprésence du modèle image et du texte est donc là encore notoire. En conclusion, aussi abondante soit-elle, cette offre numérique mobilisée en milieu scolaire et patrimonial ne permet guère de distinguer de véritables innovations faisant par exemple appel à de la réalité virtuelle ou augmentée, dispositifs qui sont eux plus facilement mobilisés au sein du musée réel que sur le musée en ligne. Et surtout, dans la perspective de notre projet, ces contenus s'apparentent à des offres ressources, mais donc rarement à des musées virtuels unifiés, pensés autour d'un concept clairement défini. En parallèle de ces recherches scientifiques et de cette veille technologique, nos recherches ont été complétées par des enquêtes de terrain effectuées auprès d'acteurs clés en éducation à l'image, enquêtes qui ont donc constitué notre troisième champ d'investigation. Réalisée sous la forme d'entretiens individuels, cette dernière investigation nous permet de rencontrer des médiateurs culturels, des professionnels de l'image et bien sûr des enseignants, le tout dans le but de cerner les pratiques et besoins de chacun en matière d'éducation à l'image et de numérique. Du point de vue des outils et des cyberpratiques que l'on a pu relever, si les manuels scolaires et plus encore les ressources dispensées par le CLEMI restent des outils majeurs et fréquemment cités, on note pour le reste, et notamment en matière d'outils numériques, qu'il n'y a pas d'outils de référence. En dehors de cette absence d'un outil de référence, l'autre constat porte sur l'utilisation inégale des plateformes en ligne. Pour l'essentiel, les acteurs passent en effet par une recherche Google qui, là aussi, en conditionne toute l'obtention des résultats. Cette pratique commune explique aussi en partie que ce soit les outils d'institutions connues et reconnues qui sont les plus fréquemment cités, comme ceux du Louvre, du Centre Pompidou, de la BNF, etc. De manière générale, parmi les remarques de ces acteurs et surtout des enseignants, c'est l'impression, je cite, de bidouiller qui prédomine et celle de manquer de formation ou à l'inverse d'être perdu face à l'abondance de l'offre. Ces retours et cette utilisation inégale des ressources numériques témoignent donc d'un besoin et d'une attente importante à l'égard d'un outil qui soit référence. À cet égard, plusieurs critères et souhaits de fonctionnalité émergent de nos discussions. Parmi eux, on a tout d'abord des critères que l'on peut qualifier de généraux. On retient par exemple le fait de disposer d'une plateforme facile d'utilisation qui évite, là aussi je cite, l'effet usine à gaz, qui dispense des informations fiables et qui présente un design moderne. On a aussi évidemment des critères relatifs au contenu, comme le fait de proposer des analyses d'œuvres, mais aussi des méthodes et outils qui permettent d'appréhender les images. Le fait de contextualiser les images apparaît également comme un critère incontournable. Enfin, des critères plus précis émergent également, notamment celui d'avoir un moteur de recherche efficace qui permette d'effectuer des recherches par thématique, discipline, voire par niveau scolaire. Du point de vue des fonctionnalités souhaitées, et par exemple demander le fait de pouvoir éditer et retravailler l'image directement en ligne, quitte à inclure des animations ou des sons et des voix off qui seraient enregistrés et réalisés par les élèves. La possibilité d'intégrer les rendus des élèves est également souhaitée. Et de manière générale, enseignants comme professionnels de l'image ont été plusieurs à insister sur la dimension interactive et sur les possibilités amenées par la réalité virtuelle qui semble intéresser beaucoup d'acteurs. En dernier lieu, des contraintes et points de vigilance ressortent aussi de ces entretiens, à commencer par des contraintes matérielles liées à l'équipement informatique des établissements, jugés insuffisants. À cet égard, notons quand même le cas particulier des lycéens d'Occitanie qui disposent des ordinateurs région, mais dont l'utilisation est bien souvent inégale, voire même problématique. Autre point de vigilance à prendre en compte, c'est le manque de formation signalé par plusieurs enseignants, aussi bien vis-à-vis de l'image que vis-à-vis de la maîtrise de l'outil numérique en lui-même. Enfin, l'émotion suscitée par les images auprès des élèves apparaît comme une donnée incontournable qui nécessite de se servir de cette émotion, de la prendre en compte pour la dépasser et aboutir à une analyse plus approfondie.
Voici donc les principaux résultats qui ressortent de nos enquêtes croisées. Et je laisse la parole à Virginie qui va vous présenter notre concept de musée. En 1 minute. Ok, donc voilà, donc l'objectif maintenant, c'est de mettre en place une pédagogie donc de l'image. Comme ça a été souligné même dans la session précédente, l'image, le statut principal, c'est que c'est une source iconographique. Et comme on l'a dit, ce n'est pas une illustration. Et on doit aborder cet objet d'apprentissage selon ses dimensions culturelles, artistiques, et surtout enseigner donc que l'image est une représentation, mais aussi une traduction et une manifestation de la société dans laquelle elle a été créée. Ensuite, donc, sur quoi on est en train de travailler pour ce concept de musée virtuel, pour proposer une progression, finalement, on est sur 3 pôles. Le premier pôle, c'est analyser, donc cette rencontre directe avec l'image, et comment avoir finalement cette méthode pour analyser l'image. Deuxième pôle, bien, c'est penser, et ça rejoint aussi ce qui a été dit précédemment, c'est créer cette culture visuelle et être capable de mettre en relation l'image avec d'autres formes d'expression, et donc d'amener progressivement les élèves donc à se créer cette culture visuelle. Et finalement, le troisième pôle, eh bien là, on est dans la création, dans la fabrication. Donc, c'est une approche un petit peu plus sensible, mais amener les élèves donc à créer par eux-mêmes et à s'exprimer. Donc, voilà. Juste pour donner un exemple, par exemple, sur l'analyse de l'image, on est sur une démarche en 3 étapes, décrire, enquêter, interpréter. Donc, on part toujours de l'apprenant lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il va découvrir, qu'est-ce qu'il en comprend finalement de l'image dans cette période de création. Et à chaque fois, pour chacun de ces objectifs, eh bien, nous mettons en place des outils différents au sein de ce musée virtuel. Par exemple, eh bien, ici, le moyen essentiel, eh bien, c'est d'avoir ce catalogue d'images et aussi d'avoir des grilles, des questions, voire un guide de rédaction d'un commentaire d'œuvre d'art. Voilà, donc je ne passerai pas dans tous les détails pour chacun de ces pôles, on n'a pas le temps, mais voilà, l'objectif maintenant des pistes communicationnelles qu'on se donne, c'est que notre public cible, eh bien, ça va être un public lycéen, donc on vise surtout maintenant donc, première terminale. Donc, en étant dans ce contexte de visualisation, de virtualisation et de métamorphose des musées, on s'est rendu compte de ce besoin de créer cet outil qui peut soutenir aussi ces enseignants du secondaire. Donc, c'est d'établir ce pont entre le milieu scolaire, universitaire, patrimonial. On se situe clairement dans ce qu'on appelle la web muséologie, avec donc cette approche de médiation et en même temps d'éducation formelle. L'objectif, c'est la découverte de son patrimoine de proximité. Et voilà, et donc on est en train de mettre en place ce prototype donc le corpus qu'on a choisi pour le moment, c'est surtout sur du patrimoine de Perpignan à l'époque contemporaine, donc du 19e au 20e. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci pour la présentation de ce projet ambitieux dont nous espérons tous qu'il aboutira. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maud Le Breton et à Heidi Gauchi. Donc, Maud Le Breton est docteur en histoire de l'art et en anthropologie. Elle a notamment travaillé sur les mécanismes de transmission des savoirs dans les populations sans écrit et elle a été également enseignante en français et en art visuel au secondaire. Et Heidi, docteur en sciences de l'information et de la communication, qui a travaillé sur la multimodalité. Elle est professeure en éducation aux médias, c'est un joli titre dont on pourrait s'inspirer, et elle développe des cours sur les médias, les usages du numérique, l'image, et participe à un projet pilote vaudois sur l'éducation numérique, donc des choses qui sont en pleine adéquation avec notre propos du jour et avec la présentation qui vient d'être faite. Bonjour à tous. Juste une petite précision. Voilà, vous avez une image un petit peu déformée, mais on est dans le thème. Au niveau de la lecture. Donc, je laisse la parole à Heidi. Donc, je vais tout d'abord vous présenter la Haute École pédagogique du canton de Vaud, parce que vous ne le connaissez peut-être pas. Donc, la HEP, comme elle est connue, c'est 2800 étudiants qui vont être des futurs enseignants. Et ça se décline en 1001
étudiants qui vont être pour l'enseignement primaire, 448 spécialistes pour le secondaire 1, donc l'équivalent du collège, 207 spécialistes pour le secondaire 2, donc l'équivalent du lycée, 389 enseignants spécialisés en pédagogie curative, et il y a des raccordements et des spécialisations, donc des personnes qui ont acquis des compétences en enseignement qui reviennent pour faire valider leurs acquis. C'est aussi 9200 enseignants actuellement en poste sur le territoire cantonal qui ont accès aux formations continues qu'offre la Haute École pédagogique du canton de Vaud. Alors, on va commencer par un petit exercice pratique. C'est quelque chose que nous allons faire dans nos cours. Donc là, c'est une carte d'identité. Donc si vous voulez essayer de vous projeter, vous pouvez essayer de remplir un petit peu votre nouvelle carte d'identité. On l'a adaptée spécifiquement pour ce colloque en mettant mon artiste visuel préféré, ce qu'on n'attend pas nos étudiants à forcément avoir. Et donc, comment on le fait dans le cours? C'est on demande à tous les étudiants de remplir cette carte d'identité, on les ramasse et on les donne à une autre personne. Et donc, l'exercice, c'est de lire une image par rapport à la carte d'identité que vous avez jamais vue. Donc, par rapport à les valeurs, ce que j'aime, je déteste, etc. Ok, je reprends le relais. Comme on a parlé de lecture de l'image, en tout cas toute la journée, on va vous faire lire une image, ou en tout cas vous demander de la décrypter. On est donc ouvert à toutes les propositions. L'idée avec cet exercice, c'est d'essayer de montrer aux étudiants que la réception est complètement subjective, et puis que devant une image qu'on pourrait qualifier d'un peu résistante, on est tout à coup désarmé, puisqu'on est complètement conditionné par la manière dont on va recevoir cette image. Alors, on avait prévu de faire l'exercice vraiment pratiquement, mais voilà, culturellement, apparemment, le colloque, il faut être très statique, donc on n'a pas osé du coup bouger dans la salle. Donc voilà, l'idée c'était de vous mélanger et puis de vous demander de lire l'image selon une autre carte d'identité. Voilà, je passe. Ça, c'était le petit exercice pratique. Pour vous dire que, effectivement, notre postulat de base, c'est de dire que la réception est totalement subjective. Et puis, de constater que c'est probablement là qu'on a une des explications sur les carences en lecture de l'image. C'est-à-dire que l'image étant tellement insaisissable, on aurait renoncé, quelque part, à fournir des outils puisqu'on ne peut pas être dans la subjectivité permanente. Le problème, et on l'a dit et redit aujourd'hui, c'est que notre cerveau perçoit énormément d'images, plus d'une centaine par seconde, que nos ados passent 5 heures la semaine en moyenne et 8 heures le week-end devant des écrans. Principale source d'images, mais pas unique, hein, si on ajoute les livres. On se retrouve donc devant un cocktail assez nauséabond où on a alors là, voilà, j'avais mis cette image aussi pour vous tester de nouveau et vous demander ce que vous voyez, mais vous la connaissez probablement. Et donc, certains n'y verront rien et d'autres le visage du Christ. Moi, il m'a fallu un bon moment pour le trouver. Tout ça pour vous dire que, voilà, on se retrouve avec une prévalence du sens visuel, puisque c'est notre sens le plus performant, avec une information qui est donc essentiellement visuelle, ou en tout cas perçue en premier, une réception totalement subjective, une absence totalement d'outils, et puis comme on arrive les dernières, on a l'impression de répéter à peu près tout ce que tout le monde a dit, puisqu'on prêche tous dans la même église, nous tous réunis, mais on se retrouve avec un médium qui est source de pouvoir, et donc de manipulation, et c'est ce qu'on aimerait, ou en tout cas on aimerait armer nos étudiants et leurs élèves à ça. Ok, donc nous ne prétendons pas détenir la solution.
mais proposons, dans le cadre de notre mandat institutionnel, qui est celui de former des enseignants actuels et futurs, une approche que nous soumettons aujourd'hui. Donc, notre introduction s'est focalisée sur l'image. Or, l'image est aujourd'hui rarement seule, voire jamais seule. Et donc, on doit envisager l'image d'un point de vue multimodal. Donc, la multimodale se définit par la présence de différentes modalités au sein d'un même support en même temps. Donc, donc, on doit mobiliser nos systèmes sémiotiques propres à chaque modalité de manière simultanée pour faire sens de cette multimodalité. Donc, la majorité des supports actuels combinent des images, du texte, du son. Ils sont en 3 dimensions et ils sont souvent faits pour être manipulés. Donc, toute image doit être considérée avec les modalités qui l'accompagnent. Donc, nous partons donc de la réception subjective et nous reprenons le questionnement proposé par Jacques Rancière dans Le spectateur émancipé, les 3 questions. Donc, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je comprends? Et pour respecter cette subjectivité de la réception, ce questionnement est notre point de départ. Donc, on part de ce point de départ, et puis, pour avoir testé les fameuses grilles de connoter, dénoter, voilà, c'est peine perdue. Donc, on a renoncé à ces grilles pour essayer de tester d'autres méthodes qu'on a été chercher, notamment dans le système anglophone, et qu'on a adapté. L'idée, c'est d'avoir un système... j'ai juste un petit souci technique. Voilà. Donc l'idée, c'est d'utiliser une méthode qui serait itérative, cumulative, pour essayer de nourrir un réservoir sémiotique visuel et donc d'essayer d'outiller le mieux possible. On commence donc par observer une image connue. Mon champ d'action, c'est la littérature illustrée. Et donc, on prend une image qu'on peut dire narrative. Pourquoi ? Parce que l'image a été créée dans ce contexte pour un texte. Et du coup, on a tout à coup une porte d'entrée à la lecture de l'image via le texte. Donc, on fait ce qu'on appelle une lecture multimodale. On va chercher dans le texte. Ici, on a Avril, le poisson rouge, qui évoque ses parents et qui dit « depuis, ils sont passés à autre chose ». En effet, ils sont devenus des sushis. Mais voilà, on étudie d'abord comme ça. Ensuite, on propose à nos étudiants d'observer une image différente, alors à intention d'abord sociale, avec un pictogramme par exemple, ou bien avec une intention commerciale, du type publicité. On fait alors ce qu'on appelle une lecture graduelle et on avance dans l'interprétation. Vient ensuite le moment d'observer une image inconnue, d'abord à travers une analyse fonctionnelle où on étudie les points communs et les différences de manière assez classique, et puis une analyse critique où là on va aller chercher les choix, les intentions, essayer de trouver ce que l'auteur a voulu nous dire. Vient l'étape ensuite de la conceptualisation à travers l'analyse dans une autre modalité. C'est là où on revient à notre multimodalité. On va demander aux étudiants de transcrire leur analyse dans une autre modalité quelle qu'elle soit, auditive, textuelle ou bien multimodale sous la forme d'une capsule par exemple. On passe à l'étape de la théorisation et la dernière étape consiste à appliquer sur une autre image inconnue ou qu'ils ne connaissent pas, d'abord en leur demandant d'appliquer les outils qu'ils ont eux-mêmes dégagés au cours du premier processus, et puis lors de la création d'une image qu'on leur demandera à la fin. Alors, dans le cadre de notre mandat institutionnel, donc, nous mettons en pratique et nous testons cette approche de plusieurs manières. D'abord, vu les carences en lecture d'images, on a privilégié la modalité visuelle avec un cours qui s'appelle donc l'image comme support du discours dans les apprentissages.
On l'a en formation initiale, donc c'est un module interdisciplinaire qui est ouvert à toutes les étudiants. C'est en séminaire effectif réduit. Donc ce semestre, c'est pour les spécialistes. On a 17 inscrits. Le cours commence demain. Et on ne sera pas là. Et en printemps, ce sera pour les généralistes. Et ensuite, on a aussi la déclinée en formation continue. Donc ça, c'est ouvert à tous les enseignants qui sont en poste et le cours aura lieu en février 2020, mais sera beaucoup plus court que celui qu'on offre aux étudiants en formation initiale, forcément. Et puis, enfin, on fait aussi un projet de recherche international avec le Québec sur la multimodalité. Et là, on essaye de voir notamment les compétences qui sont mobilisées par les élèves en dehors de l'école, ceux qui sont attendus par le monde socio-professionnel et ce qui manque ou ce qui est fait à l'école et comment on peut essayer de rectifier peut-être les lacunes à l'école. Donc, merci beaucoup pour nous avoir accueillis. Et ici, c'est notre bibliographie et la source des images. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette présentation et pour ces expériences. Donc, les 4 conférences étant passées, je laisse la parole à la salle s'il y a des questions ou des observations qui ont été faites par rapport à chacune des interventions de l'après-midi. Oui, il y a un truc très enfin, que moi je trouve assez rigolo. On a parlé de l'interprétation subjective de l'image, parfois avec des personnes qui peuvent être relativement, en gros des enfants, des jeunes, qui peuvent être relativement vierges d'outils d'analyse d'une image. Et avec Céline, on aime bien les expériences. Et on a fait le test. On a pris une série d'images, un documentaire, les mêmes images, la même série, on les a présentées à des professionnels de l'image qui devaient avoir 20 ans d'expérience. On a fait cette expérience 2 fois, avec donc 4 personnes différentes. La dernière fois qu'on a fait cette expérience, c'était pas avec un écart de temps très important, c'était au même endroit, à 2 tables d'écart. Le professionnel a eu un avis extrêmement négatif sur la série d'images. Il a mis un terme à la lecture des images. Le deuxième professionnel, au même moment, a eu un point de vue absolument élogieux de la même série d'images. Et donc là, du coup, c'est vrai que ça pose quand même la question de quels sont les outils objectifs pour essayer d'appréhender une série d'images, parce qu'on a vraiment fait le test aussi, enfin ça c'était avec 2 professionnels au même moment, on a fait le même test, c'était quelques mois avant, on a constaté la même chose. Même série d'images, dans le même ordre, ce qu'on appelle l'editing, mais vraiment le même corpus, la même présentation, on a eu à chaque fois 2 réactions, mais diamétralement opposées. Et donc du coup, c'est vrai que la question de la compréhension objective d'une image, y compris avec des personnes qui ont 20 ans d'expérience en images de presse, c'est très compliqué. Et outre le regard de 2 personnes différentes sur la même série d'images. Après, il y a des phénomènes aussi d'influence. Vous prenez la même série d'images, vous enlevez le nom de l'auteur, vous aurez 2 regards complètement différents. Et ça, c'est fondamental. Alors du coup, parfois, c'est vrai que l'idée de compréhension objective d'une image, enfin moi je l'ai laissé tomber, hein, je veux dire, enfin, il y a des choses, voilà, je pense que ça sera relativement compliqué d'atteindre une mise en perspective objective d'une photographie, quoi. Voilà. Non, je voulais juste rajouter, je continue avec ce que tu dis, ce qui me paraît intéressant par rapport à nos formateurs quand on a à travailler avec les enseignants sur justement la lecture des images et de travailler avec les élèves, c'est justement ça le problème, c'est la subjectivité et le fait que les enseignants eux-mêmes sont adultes subjectifs devant une interprétation d'image. Et donc ça leur paraît très compliqué
en général de travailler sur le rapport aux images ou la façon de lire des images quand eux-mêmes ont du mal à rester objectifs face à des images. Et c'est là où le problème est à la fois, je trouve, l'excitation de travailler sur l'éducation aux médias en tant que transversalité, c'est qu'on sort du schéma des savoirs visés, les savoirs didactiques, vraiment les acquisitions de connaissances qui sont dans l'absolu scientifique, donc objective, et rester sur quelque chose où effectivement le rationnel rejoint aussi la subjectivité de chacun. Et donc pour les professeurs, en tant que transmetteurs de connaissances, c'est hyper compliqué, pour ne pas dire hyper compliqué, pour eux d'avoir quelque chose assez de recul objectif et d'enseignement, on va dire à la fois vertical, horizontal, pour des élèves qui eux-mêmes sont porteurs de subjectivité totale. Ça fait beaucoup de subjectivité qui fait que ça leur fait peur. Et souvent les profs, quand ils viennent, ils me disent oh, c'est super intéressant, mais j'ai tellement peur de bosser là-dessus, quoi. Parce que nous-mêmes, comme moi quand je suis formateur, c'est hyper compliqué. Moi je travaillais à les photos de presse sur des photos-reportages avec des professeurs qui eux-mêmes n'arrivaient pas à voir les photos. Soit parce qu'elle leur parlait trop, soit parce que... Voilà, donc c'était déjà très compliqué. Alors quand ça devient compliqué et houleux avec entre pairs formateurs, donc travailler sur la réception des images par les élèves, enfin, c'est hyper enrichissant, mais c'est hyper compliqué. D'où la frilosité parfois. Sur les différentes communications. Comme moi je travaille sur des images antiques, j'ai coutume de dire, voilà, je suis ravie de pouvoir dialoguer avec des gens qui font des images, puisque moi, ils sont morts depuis très 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 longtemps. Donc, votre intervention est très intéressante. En plus, comme c'était quand même concentré, c'est vrai, sur l'éducation aux médias, aux images un peu actuelles, voilà, d'avoir affaire à des fabricants d'images actuelles, tout ça est passionnant. Et alors je ne veux pas vous opposer, mais j'aimerais justement que nous dialoguons. En même temps, vous avez très bien dit au point de départ qu'il y a l'émotion, subjectivité, émotion, et vous en avez parlé, mais vous avez dit, mais justement, nous, quand on intervient auprès des scolaires, etc., on veut qu'ils dépassent ce stade-là. Alors moi, je travaille sur d'autres images et il y a des étudiants dans cette salle qui nous ont eu comme enseignants. Alors évidemment, c'est facile de travailler sur quelque chose qu'à 2000 ans, parce que souvent, un discours d'un historien d'art ou d'un spécialiste qui a une approche anthropologique de l'image, on étudie d'autres sociétés, d'autres périodes, ce qu'on en pense de l'image, on s'en moque. Que ça me plaise ou que ça me plaise pas, c'est pas le souci, puisque ce que j'essaie de comprendre, c'est qui l'a créé, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il a voulu communiquer. Toutes les questions que vous avez posées, je me pose les mêmes, d'accord ? Mais est-ce que l'image me plaît ou pas, c'est pas mon problème. Et moi, alors je veux pas être donneuse de leçons, mais je pense qu'il faut essayer de dépasser, et c'est ce que vous préconisiez. Et alors, du coup, j'ai une question. Alors, on n'a pas eu le temps de jouer, mais en même temps, alors moi, vous comprenez peut-être un peu ma réticence, par exemple, parce que ce que j'aime ou ce que je déteste, si vous voulez, dans mon approche des images, essayant de comprendre qui l'a fait, pourquoi, pour quel public, dans quel contexte, ce que j'aime ou ce que j'aime pas, pour moi, c'est pas du tout essentiel, parce que c'est pas du tout mon approche, même mon approche par rapport à ce que je peux voir actuellement dans les médias. J'essaye de dépasser ça. Donc, vous passez par ça parce que vous estimez que les élèves, parce qu'on a beaucoup discuté de ça, sur l'éducation, parce que vous pensez que les élèves seront plus à même peut-être de regarder les images. Pourquoi vous passez par ce questionnaire ? Quelle est ma question en fait ? Alors, en fait, il y a plusieurs remarques. C'est que on a une tendance qui me paraît erronée à vouloir avoir une lecture juste de l'image. Et on voudrait normer une lecture, parce que ça nous rassure, Enfin, je veux dire, en tant que formateur, en tant que prof dans le supérieur, ce serait beaucoup plus facile d'avoir une espèce de fiche qui dit, voilà, je réponds à ces questions-là. Or, on sait, enfin, j'espère, que ce n'est pas possible. On reçoit une image avec ce qu'on est, avec l'humeur du moment, avec notre histoire, etc. Donc, ce n'est pas possible. Et, puisque ce n'est pas possible, est-ce qu'on peut l'accepter, de dire, ben voilà, mon élève
mon apprenant, mon étudiant, il ne va pas voir la même chose que moi. Et l'enseignant, la même chose. Enfin, voilà. Moi, c'est ce que je transmets à mes étudiants, de dire, OK, vous allez lire l'image, mais votre élève, pas du tout. Mais partez de ça. Partez de sa lecture. Parce que lui imposer une lecture, c'est passer à côté du job. Et à mon avis, il n'y a rien qui restera. Donc, je pense qu'il faut accepter cette subjectivité. Je veux dire, s'il y avait une science de l'image, ça serait, enfin voilà, sans le discours qu'on y pose, il n'y a rien. Enfin, voilà. Donc, il faut partir de cette acceptation et construire là-dessus. Et je pense que c'est possible. Si je peux rajouter aussi, je pense que c'est aussi nos étudiants n'ont pas forcément les outils pour lire l'image et ils n'ont pas non plus conscience qu'ils regardent une image et ils l'interprètent selon qui ils sont. Ça, c'est même ça, ils ne savent pas. Donc, à travers cet exercice, on essaye de leur montrer, voilà quelques éléments de qui vous êtes, qui va faire en sorte que vous interprétez cette chose d'une certaine façon. Et on essaye d'aider à prendre conscience de ça aussi. Et ça, je veux dire, c'est assez basique, mais c'est pas connu par tout le monde, je pense, surtout les étudiants que je rencontre. Et donc, à partir de là, on peut commencer à construire autre chose. Je pense, je sais pas. Voilà, donc je voulais un peu revenir sur la question de l'objectivité. Ça sera toujours le même cas. Si vous donnez un tableau à regarder à deux peintres différents, ils vous donneront des jugements contraires. Par contre, il serait beaucoup plus intéressant de faire appel à un historien de l'art qui va, lui, avoir une volonté d'objectivité. Pas forcément une objectivité, mais un souci d'objectivité, un peu comme disait Cécile en ce moment. Et puis, je profite un peu pour plaider la cause, puisqu'il y a une science de l'image qui est celle de l'histoire de l'art, donc qui est née avec Vasari il y a un certain moment. Donc, je pense que cette discipline qui a été négligée dans le secondaire depuis longue date en France, allez savoir pourquoi, devrait être mise dans toute cette réflexion. Et ça serait une pierre de plus. Je ne vais pas dire qu'on a toutes les solutions aux questionnements qui se posent ici, mais elle devrait être intégrée à ces réflexions. C'est-à-dire que moi je reviens à ce que nous ont dit ceux qui fabriquent les images. Il faut les écouter aussi. C'est-à-dire que, bien sûr que chaque personne qui regarde va avoir son interprétation personnelle. Mais ensuite, quand on a, vous écoutant sur l'éducation aux médias, l'éducation aux images, et on a parlé du fait que l'image communique et que ceux qui les fabriquent ont un message, c'est vrai que quand on étudie une image, au-delà de notre affect, au-delà de notre vécu, au-delà de notre façon de voir les couleurs, etc., il y a ceux qui ont fabriqué les images. Et quand je vous ai mal compris, mais c'est ce que vous cherchez un peu à travailler avec les élèves, c'est-à-dire quelles sont les intentions du photographe. Je crois que le terme a été employé tout au long de ce colloque. Et au-delà donc de moi, de ma petite personne, ma subjectivité, ma culture, ou mes compétences qui sont à tous les niveaux, donc toutes ces lectures-là qui sont intéressantes, mais qui me disent des choses sur moi-même. Mais qu'est-ce que ça me dit de l'image et de celui? Moi, mes questions sont des questions d'historienne. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce que l'image me dit sur la période, sur celui qui a fabriqué, sur ceux qui reçoivent. Alors là où je vous rejoins complètement, c'est qu'on fait partie des récepteurs. Et ensuite, on s'approprie l'image. Et ça, c'est très intéressant. Mais c'est un autre niveau d'analyse que le problème de l'appropriation de l'image. Tout ça, et ça, on peut sensibiliser je ne rejette pas du tout votre approche, mais c'est une approche autre, possible aussi, complémentaire, mais c'est une approche différente. Et moi, voilà, ce qui m'a interpellée, c'est... alors, vous me direz si j'ai trahi votre pensée, mais sur un moment, vous voulez aussi quand même que l'on... Oui, pourquoi je vous cible? Parce que je vous ai dit, pour une fois, j'ai affaire à des gens qui font les images. Et moi, ça m'arrive très, très rarement. Hein. Donc, en même temps, quand vous dialoguez avec notamment des élèves, et vous avez dit, donc, je veux dépasser le côté subjectif pour... comprendre ce que j'ai voulu communiquer.
Est-ce que vrai, faux, enfin voilà. Je vais essayer comment dire, une première nuance. Ça dépend de quel type d'image on parle. Parce que la première chose, et aussi pourquoi est-ce qu'on la regarde. Moi, si je regarde un tableau, l'intention et ce que je veux faire en tant que spectateur, c'est pas la même chose que si je regarde une photographie de presse. Déjà, du coup. Alors il me semble, il faut être prudent avec l'idée le terme image. Voilà. Déjà, un tableau, c'est pas tout à fait pareil, ou la photographie d'une sculpture dans un catalogue d'expo, c'est pas tout à fait pareil qu'une photo de presse qui va montrer un événement. Alors ensuite, il y a aussi la posture de la personne qui va regarder. Moi, quand je regarde un tableau, l'objectif n'est pas nécessairement d'avoir autre chose que mon plaisir à regarder le truc. Mais quand on a une photographie qui vise à documenter la situation des demandeurs d'asile en Grèce, là, moi, en tant qu'auteur, je veux dire un truc. Et parfois, c'est très, très, très casse-tête en tant qu'auteur d'essayer de cadrer la photographie pour faire en sorte que le lecteur va bien comprendre ce qu'on a voulu faire. Une fois, c'est assez intéressant, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, il y avait une photographe qui avait fait toute une série d'images, je ne sais pas combien il y avait d'images, sur l'arrivée de demandeurs d'asile, on va dire ça comme ça, ou migrants, parce que le terme migrant, il ne veut pas dire grand-chose, mais du coup, sur des personnes qui demandaient l'asile en Europe, elle a fait une série d'images, une vingtaine d'images sur les personnes qui arrivaient sur une plage. Et il se trouve qu'à un moment, il y a un enfant qui, en débarquant sur la plage, souriait. La photo a été isolée par malhonnêteté intellectuelle de certains groupes sur des réseaux sociaux en disant « Regardez, ils arrivent, ils ont le sourire aux lèvres, ils nous envahissent ». Et donc, du coup, j'imagine que la photographe qui voulait témoigner des difficiles conditions de débarquement de ces personnes sur les plages grecques a quand même dû l'avoir en travers de la gorge, qu'on puisse isoler une image et lui faire dire ce qu'elle voulait pas du tout dire. Et donc du coup, parfois, nous on sait, il y a des photos, on les diffuse pas parce qu'elles peuvent être comprises de façon inverse. Ou même quand on verse nos photographies dans des fonds documentaires qui alimentent les médias, on met des restrictions parce qu'on veut pas qu'un portrait d'un demandeur d'asile qui a été fait avec le consentement de la personne se retrouve dans un article d'extrême droite, regardez le visage de cette immigration qui nous envahit. Et que du coup, nous, c'est aussi un souci parfois d'objectiver la façon dont on prend les images pour cadrer la réception. Et ça, c'est très, très, très compliqué, parce qu'une fois, c'est une photo qu'a faite Céline, une photo que j'aime beaucoup, qui, dans un centre demandeur d'asile en Finlande, un centre de transit, dans une ancienne prison, il y avait un bâtiment religieux qui était un bâtiment chrétien, je ne sais plus si c'était... chrétien. Et il se trouve que la majorité des demandeurs d'asile à ce moment-là, dans ce centre de transit, étaient de confession musulmane. Et il y avait un truc très chouette sur la photo, c'est qu'il y avait des tapis de prière au sol dans une église chrétienne. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette image? Comment elle est interprétée? Soit c'est deux cultures qui dialoguent et qui cohabitent, ou soit c'est, mais regardez, ils vont jusqu'à envahir les églises chrétiennes. Et donc, du coup, comment est-ce que nous, parfois, on fait pour cadrer cette compréhension? Ça, c'est hyper frustrant de se dire que on est tout à fait au courant que l'image peut être perçue de façon totalement subjective, et quand on veut informer d'un fait et apporter des éléments rationnels de compréhension, eh ben, c'est de se dire qu'on espère, mais c'est rarement le cas, que le lecteur va essayer à un moment de rationnellement comprendre l'image. Mais on sait que c'est peine perdue. Hein. Enfin, très souvent, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, quoi. Ah, pardon. Désolé. Je vais aller vite parce que j'avais envie de dire des choses qui ont déjà été déjà dites, donc je vais rebondir rapidement. Plus que sur la subjectivité, moi j'appellerais ça une relativité parce que il y a effectivement des critères subjectifs dans la perception d'une image, mais il y a aussi des critères qui sont culturels et qui sont partagés. Et c'est pour ça, par rapport à ce que vous disiez, qu'il faut aussi remettre les images dans leur contexte culturel de réception ou d'émission. Pour les remettre dans leurs normes de réception, selon quels critères elles ont été reçues et lues, que ce soit à l'époque où elles ont été produites ou à l'époque où on les reçoit. Cette contextualisation me paraît hyper importante pour pas justement manipuler des images et leur faire dire ce qu'elles n'ont jamais voulu dire au départ. Par contre, il me semble pas qu'on peut dire que les images sont complètement subjectives et que on peut tout dire, tout est vrai à propos d'une image. Moi j'ai des idées, j'en parlais tout à l'heure, des souvenirs d'ateliers vidéo avec des élèves, où des élèves voyaient des extraits de films, et
avaient des interprétations complètement fantaisistes, imaginaient des relations entre des personnages qui s'étaient même pas parlé, où clairement il y avait un biais total d'interprétation. Alors je veux pas dire que il faut castrer ces interprétations-là, leur taper sur les doigts, leur dire non, il ne redit jamais ça, mais je trouve qu'effectivement si on accepte ce genre d'interprétation, elles sont intéressantes, mais plus pour ce qu'elles nous disent des élèves que pour ce qu'elles nous disent des images. Et à ce moment-là, dans le cadre scolaire, ce qui me semble intéressant, c'est plus d'essayer d'amener une méthode d'analyse et une méthode d'interprétation en s'appuyant sur les faits. Donc, qu'est-ce que tu as vu dans l'image qui te permet d'affirmer ça? Comment tu l'interprètes? Est-ce que tu as vu tel autre élément? Etc. etc. J'ai noté mes idées rapidement pour pas oublier des choses. Et pour ouvrir un peu le débat, il me semble que c'est pas spécifique à la photographie, ni même aux images en général, mais à tous les objets culturels qui nous entourent. Et par rapport à l'expérience que vous avez faite, je pense qu'on pourrait faire expérience avec des textes. Et il y a des tests qui sont faits très régulièrement de tel Balzac inconnu qui est renvoyé des éditeurs et qui est rejeté comme un truc inutile et trop long. Ou il y a une récente polémique, peut-être que vous avez entendu, sur l'ironie dans les textes de Montesquieu qui ont été complètement sortis de leur contexte sur les populations noires et qui a été complètement décriée parce qu'elle n'avait pas été comprise en fait et complètement sortie de son contexte. Voilà. Ça va aller plus vite parce que je pense que je voulais dire à peu près la même chose. Et je vais avoir une question du coup pour nos collègues de la Haute École pédagogique de Vaud. Est-ce qu'il y a des cours dans le cursus scolaire en Suisse sur alors soit l'éducation aux médias, soit l'analyse d'images proprement dit, ou est-ce que c'est peut-être plutôt comme en France des compétences que vous voulez transversales et que vous espérez que les enseignants ou futurs enseignants utilisent en cours sur d'autres disciplines, entre guillemets? Je peux répondre pour éducation aux médias. Donc, éducation aux médias est transversale. Ça fait partie de la formation générale. Donc, à la HEP, tout le monde reçoit les enseignants pour le primaire reçoivent une formation en éducation aux médias, mais comme c'est transversal, on sait que c'est pas vraiment fait. Donc on fait de notre mieux pour donner les outils nécessaires pour intégrer ça dans les disciplines. Et puis on est vraiment en train de réfléchir à comment changer ça, comment améliorer cet enseignement et puis comment mieux l'intégrer dans les écoles pour que les élèves puissent quand même vivre dans le monde qui les entoure de manière un petit peu plus responsable et développer plus leur esprit critique. Mais c'est un challenge. Moi, je dois ajouter que je suis quand même un exemple assez intéressant puisque je suis engagée comme sémiologue de l'image et du discours et que je suis à cheval entre deux universités, celle qui forme les enseignants de français puis celle qui forme les enseignants d'art visuel. Département, enfin voilà, c'est les deux départements. Donc, le choix qu'on a fait avec Heidi, c'est déjà de s'associer, éducation aux médias transversale, prof de français, prof d'art visuel, donc déjà on touche. Et puis d'aborder la question, puisqu'on a des enseignants à former, sur leur propre usage de l'image dans le cours. Le titre de notre cours, c'est l'image comme support du discours dans les apprentissages. Donc d'aller questionner leur propre lecture dans leur utilisation professionnelle. C'est une manière de rajouter à la simple transversalité de ce qu'on veut de la lecture de l'image aujourd'hui. Oui, merci. En fait, moi je voulais revenir sur cette question d'objectivité et subjectivité dans l'interprétation d'une image. Personnellement, en tant que photographe, je me rends compte régulièrement que j'ai pris une photo sans forcément l'avoir conscientisée. Enfin, c'est un réflexe, c'est quelque chose de spontané. Et après, quand je la regarde sur l'ordinateur, quand je regarde comment je la développe, je comprends peut-être parfois mieux pourquoi, et ça m'informe aussi sur moi-même. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je peux être en train de faire un reportage donc, sur un thème bien particulier, donc on va trouver toute une somme de métadonnées pour définir pourquoi éventuellement j'étais là en tant qu'auteur, j'ai fait cette photo et voilà le contexte. Mais pour aller plus loin,
en fait, j'en apprends sur moi-même après coup. Et je pense que pour, du coup, interpréter une de mes photos sans me connaître, enfin, il y a forcément des limites. Ou alors, il faut avoir été mon psychanalyste ou très bien me connaître. Voilà ce que je voulais dire. Et j'aurais une question à poser aux deux auteurs photographes. Vous avez expliqué les limites de votre statut pour pouvoir travailler dans l'éducation nationale. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, une possibilité de créer une association ou une structure qui vous permette de détourner ces problématiques avec... Enfin, voilà. Oui, une problématique... Enfin, je vais y arriver, comment dire. Oui, alors... juste pour la question aussi, par exemple, de la subjectivité ou de l'auteur, ou ce que ça dit de l'auteur. Moi, il y a des photos, on a fait pas mal de portraits. C'est assez drôle de voir que moi, je l'ai fait avec une focale assez longue parce que je suis très loin des gens. Céline, parfois, elle est à 75 cm, moins d'un mètre quand elle fait les photos. Et que ça, c'est aussi très, très, très révélateur de la façon dont... alors ça, on le voit pas trop sur l'image, sauf si on a un regard un peu averti et qu'on connaît les données de l'appareil photo. Et ben du coup, oui, ça c'est vrai aussi que la façon de photographier, bien sûr, elle témoigne de la subjectivité de l'auteur. Et pour contourner parfois, enfin, il y a des solutions. Comment dire ? Quand on fait une résidence, suivant le volume financier de la résidence, si on a une résidence à 9 000 €, c'est pas la même chose qu'une résidence à 1 500. Et pour contourner le fait qu'en tant qu'auteur photographe, on est limité à, oui, c'est un truc du genre 8 000 € par an, la solution, c'est, pour pas que ça tombe dans les revenus accessoires, c'est d'être salarié, faire un contrat de travail. Mais du coup, compte tenu des cotisations, même si ça peut être intéressant pour plus tard, c'est du coup, voilà, sur une note d'auteur, on récupère plus que sur un contrat de salariat, quoi. Voilà. Ouais, pour répondre là-dessus, ouais, tu parles de note d'auteur à la fin, ouais, pas forcément salarié, mais tu peux facturer en note d'auteur la diffusion d'un diaporama. Donc voilà, c'est la solution, parce qu'il n'y a pas de limite et ça change rien au statut et c'est en plus avantageux, voilà, fiscalement. À condition que ça corresponde effectivement à la mission. Parce que du coup, s'il y a une intervention qui est strictement pédagogique et que l'auteur ne produit pas, ça va être difficile de facturer des droits d'auteur sur des photos que nous, on n'a pas produit avec les élèves, par exemple. Non, ça se fait... Enfin, alors moi, j'ai le même problème en ce moment et des amis le font depuis longtemps. Si on diffuse un diaporama dans un cours, juste pour la création de diaporama, même si c'est des images qui ne sont pas à nous, on peut facturer une note de droit d'auteur. Le fait que ce soit de fait possible, ça ne signifie pas que le droit l'accepte. Je vais prendre la parole juste 2 secondes. Je voudrais revenir vraiment à ce que vous faites en Suisse, là, à la haute école pédagogique, et pour continuer à répondre pour madame, ça me paraît vraiment très important de travailler sur le ressenti des étudiants, mais comme des élèves, hein, le ressenti des élèves pour pouvoir dégraisser, entre guillemets, ce qu'ils comprennent ou ce qu'ils voient ou ce qu'ils ressentent, comme vous l'avez dit, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je comprends, pour arriver à qu'est-ce que cela signifie. Vraiment, ça me paraît obligatoire. Et alors, ça m'a amusé votre carte là du j'adore, je déteste, parce que j'ai essayé de faire quelque chose comme ça avec des élèves. Avant d'être au lycée, j'étais avec des élèves dans un collège difficile d'éducation prioritaire à Perpignan, avec essentiellement des élèves gitans et issus des communautés maghrébines turques. Donc, et je les avais sur éducation média. Et en fait, je travaillais, comme d'habitude quand on démarre l'enseignement, sur, bon voilà, on va travailler sur une image. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Bon, alors qu'est-ce que c'est? Et ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des images... Alors bien sûr, je travaille comme d'habitude, hein, Clémy, images de presse, je travaillais sur des images que je voulais, vous voyez, un peu choquantes, un peu, voilà, qui leur fassent parler. Ça leur faisait pas parler, ça leur faisait hurler. Donc c'était très compliqué, avec notamment sur la communauté gitane, je peux pas voir ça, ça me fait peine, arrêtez monsieur, il y en a un qui s'est jeté sur moi pour enlever la photo, enfin c'était très compliqué. Donc je me suis dit... et vraiment je bloquais tout, c'est-à-dire et je me suis dit bon ben on va faire autre chose, et donc j'ai fait un peu comme vous d'une autre manière, c'est-à-dire que je leur ai présenté à chaque fois trois photographies, une on va dire plutôt dure dans ce qu'elle exprimait, une photo
lorgnait un petit peu vers l'esthétique, avec vraiment une photo de presse, qui était toujours une photo médiatique, mais vraiment avec un sens du cadrage, de la couleur, tout ça qui reflétait quelque chose d'esthétique, et une photo que je dirais, photographie d'actualité assez classique et banale. Et effectivement, là, j'ai recommencé. Alors, c'était un brainstorming, comme on fait tout le temps, des remue-ménages, avec mon Dieu, c'est pas possible, oh, c'est horrible, là, je veux pas, non, pourquoi? Ah, ça, c'est très joli, vraiment. Ah, c'est mignon, oh, là, je veux... Bon. Et en fait, je les laissais parler tout le temps. C'était long, 10 minutes, un quart d'heure. Tout le monde se pose, tout le monde a donné son avis. Qu'est-ce qu'on met dans les photos jolies, les photos pas belles, les photos j'ai pas envie de voir ça, d'accord? Et il y avait toujours la photo sur laquelle personne n'avait de réaction. Parce que ça ne suscitait pas quelque chose de très, de très extrême. Bon, il y a une photo des gens dans la rue. Bon, c'était des manifestations, des choses comme ça, quoi. Bon, il y a des gens dans la rue. Et en fait, je travaille sur celle-là en priorité. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas d'a priori d'affect particulier sur cette photo. Donc finalement, qu'est-ce que c'est? Où on est? Voilà. Et là, on démarre. Analyse de photo. Et tout d'un coup, je leur donne les codes. Grille d'analyse, tout simple, hein, c'est vraiment les élèves qui avaient parfois du mal à lire et à s'exprimer, donc c'était vraiment tout simple, mais voilà, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je comprends. Et après, on expliquait où c'est pris, comment. Et ça a duré 2 heures. C'est long, hein. Vraiment décoder l'image médiatique, c'est long. Et après ça, je repartais sur les photos. Une fois qu'ils s'étaient débarrassés de tout l'affect et de « c'est bon, j'ai vu », alors maintenant, on recommence, on reprend la grille d'analyse. Qu'est-ce qu'il y a? Et souvent, c'était « ah, mais je ne pensais pas que c'était ça. Ah, mais en fait, voilà. » Enfin, tout simplement, je vais pas épiloguer, vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, ce côté « j'adore, je déteste », on ne peut pas... Sinon, ça phagocyte trop l'esprit de l'élève. Hein. L'élève qui a une culture, je le répète comme tout à l'heure, une culture de l'image qui lui est propre, qui est souvent faussée, peut-être. Et encore, c'est faussé par notre propre subjectivité. Donc chacun a sa culture de l'image. Essayons d'avoir quelque chose de commun, par contre, une culture commune de l'image. Essayons d'avoir les mêmes repères pour pouvoir éduquer aux images, qu'ils les comprennent et que tout ça fasse un sens et un signifiant commun. Voilà, mais c'est vraiment, vraiment très important, étudiant, j'imagine, comme élève gitan, voilà, on essaie de sortir un peu du truc, mais on est obligé de faire ça. Si je peux juste rajouter une petite chose. Donc, on commence aussi par la subjectivité, je pense, à cause aussi pour moi dans mes cours d'éducation aux médias, à cause de la population qu'on a au sein de l'école, donc à la haute école pédagogique, et aussi les élèves dans le canton. Donc, Lausanne, c'est plus de 40% d'étrangers qui viennent de partout pour tout plein de raisons. Et beaucoup des futurs enseignants viennent aussi de ces populations. Donc, du coup, leur bagage, ce qu'ils amènent face à l'image ou face aux médias, c'est très différent. Et c'est important qu'ils soient conscients de ça pour eux-mêmes, pour ensuite être sensibles à ça dans leur classe.
quand ils sont face à un élève. J'ai eu l'année dernière, dans une des présentations, une future enseignante qui m'a dit voilà, j'ai fait tel exercice et chaque fois que je montrais ce jolie photo de nounours, tel enfant commençait à pleurer. Donc c'est ce genre de choses aussi auxquelles on doit préparer les futurs enseignants. Et Et là, on peut proposer une lecture. Oui. C'est-à-dire que on n'est pas dans le photojournalisme. Enfin voilà, on est avec des enseignants qui ont des savoirs disciplinaires à transmettre et qui du coup vont choisir une image avec une intention professionnelle. Mais du coup, c'est autant d'opportunités pour nous d'aller caser, voilà, de la lecture. C'est là l'opportunisme. Oui. Oui, ce qui me permet de dire, enfin, j'ai dit qu'il n'y avait pas de science de l'image, je m'en excuse. Je dis juste que l'image, sans le discours qu'on lui pose, n'existe pas. Voilà. Et du coup, voilà, si ça existait, ça se saurait. Donc voilà. Et le discours, par essence, est aussi subjectif.